L'air était encore frais ce matin du 4 mai 1986 quand Anna Kowalski ouvrit les yeux dans sa tente. À travers la toile orange délavée, elle pouvait voir les premiers rayons du soleil filtrer entre les branches des pins centenaires de la forêt de Kozilas. Un sentiment étrange l'envahissait, comme si quelque chose d'imperceptible avait changé pendant la nuit. Elle ne savait pas encore que cette sensation marquerait le début du mystère le plus troublant de sa vie. À 43 ans, Anna enseignait la géographie à l'école primaire de Suwałki depuis 15 ans. Mère de 2 enfants, elle avait développé cette intuition particulière que possèdent les femmes qui passent leur vie à veiller sur les autres. Cette nuit-là, elle avait mal dormi, réveillée plusieurs fois par des bruits qu'elle n'arrivait pas à identifier. Des craquements de branches, peut-être, ou le vent dans les feuilles. Mais maintenant, dans le silence presque oppressant de cette forêt isolée, elle sentait un vide qu'elle ne parvenait pas à expliquer. L'excursion avait été planifiée depuis des mois. 18 enfants de sa classe, tous âgés de 10 à 11 ans, accompagnés d'Anna et de son collègue Marek Wiśniewski, plus jeune qu'elle de quelques années, mais déjà passionné par son métier de professeur de sciences naturelles. Ils avaient également emmené Tomasz, le chauffeur de l'école, un homme discret d'une 50aine d'années, qui connaissait bien les routes sinueuses de cette région reculée du nord-est de la Pologne. La veille, tout s'était déroulé comme prévu. Les enfants avaient été enthousiastes, courant dans tous les sens pour explorer cette forêt dense et mystérieuse qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Ils avaient dressé leur tente dans la clairière principale, une étendue d'herbe entourée de sapins si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Anna se souvenait encore de leurs visages illuminés par la lueur de la petite foguera qu'ils avaient construite ensemble pour le dîner. Leur rire résonnait dans la nuit, mélange de joie enfantine et d'excitation face à cette aventure loin de chez eux. Vers 22 heures, elle avait donné l'ordre de se coucher. Les enfants avaient protesté, comme toujours, voulant prolonger cette soirée magique, mais Anna avait été ferme. Demain, ils auraient une longue journée d'observation de la faune et de la flore avant de rentrer à Suwałki. Elle avait fait le tour des tentes, s'assurant que chaque enfant était bien installé, qu'ils avaient leur lampe de poche et leur sac de couchage. Tout était en ordre. Maintenant, en sortant de sa tente, Anna ressentait cette inquiétude sourde qui monte du ventre quand quelque chose ne va pas. Le silence était trop profond. D'habitude, à cette heure matinale, les enfants commençaient déjà à chuchoter entre eux, impatients de commencer la journée. Mais ce matin, rien. Pas un murmure, pas un rire étouffé. Elle se dirigea vers la première tente, celle où dormaient Kasia et Magda, 2 fillettes inséparables qui bavardaient toujours jusqu'à tard dans la nuit. Anna souleva délicatement la fermeture éclair et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Vide. Les sacs de couchage étaient parfaitement rangés, comme si personne n'y avait dormi. Ou comme si quelqu'un avait pris soin de les remettre en place après le départ des enfants. Le cœur d'Anna se mit à battre plus vite. Elle se précipita vers la tente suivante, puis vers la suivante. Vide, toute vide. Mais pas d'une manière chaotique, comme si les enfants étaient de partis précipitamment. Non, tout était en ordre, trop en ordre. Les affaires personnelles étaient là, soigneusement rangées. Les chaussures de rechange, les pulls, les petites peluches que certains avaient emportées en secret. Tout était là, sauf les enfants. « Marek !» cria-t-elle, la voix tremblante. « Marek, réveille-toi !» Son collègue émergea de sa tente, les cheveux ébouriffés, encore ensommeillé. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre l'expression de panique sur le visage d'Anna. Puis, il vit les tentes ouvertes, les sacs de couchage abandonnés, et la réalité le frappa comme un coup de poing. « Où sont-ils » murmura-t-il, comme s'il espérait qu'Anna allait lui dire que tout cela était qu'une mauvaise plaisanterie. Anna ne répondit pas. Elle était déjà en train de faire le tour du campement, comptant et recontant. 9 enfants manquaient, 9 sur 18. Piotr, le petit garçon timide qui avait toujours peur du noir. Ewa, la fillette aux nattes rousses qui collectionnait les pierres. Janusz, le leader du groupe,
toujours prêt à entraîner les autres dans ses aventures. Zofia, Christophe, Agatha, Michał, Beata et Adam. 9 prénoms qui allaient bientôt hanter les nuits d'Anna pour le reste de sa vie. Les 9 enfants restants commençaient à sortir de leur tente, encore endormis, ne comprenant pas l'agitation de leur professeur. Ils posaient des questions auxquelles Anna ne savait pas répondre. Où sont Piotr et Ewa? Pourquoi vous criez? Qu'est-ce qui se passe? Tomasz. Le chauffeur s'approcha d'eux. Son visage buriné par les années reflétait une inquiétude profonde. Il connaissait cette forêt depuis son enfance. Il savait qu'elle pouvait être dangereuse, surtout pour des enfants. Il y avait des ravins cachés, des marécages, des zones où l'on pouvait se perdre facilement. Mais il y avait quelque chose d'autre dans cette disparition qui le troublait, quelque chose d'anormal. « Ils ne peuvent pas être partis loin », dit-il en essayant de rassurer Anna, mais sa voix manquait de conviction. « Peut-être qu'ils sont allés explorer les alentours. Vous savez comment sont les enfants, ils sont curieux. » Anna secoua la tête. Elle connaissait ses élèves. Certains étaient effectivement aventureux, mais jamais ils n'auraient quitté le campement au milieu de la nuit. Et surtout, jamais ils ne seraient partis sans leurs chaussures. Car c'était cela le plus troublant. Dans chaque tente vide, les chaussures des enfants étaient encore là, parfaitement alignées, à côté de leur sac de couchage. « Qui part en forêt pieds nus ?» murmura-t-elle pour elle-même. Mais Marek l'entendit. Cette question allait les hanter pendant des heures, puis des jours, puis des années. Car effectivement, qui part en forêt pieds nus? Qui laisse derrière lui toutes ses affaires, ses vêtements de rechange, sa brosse à dents, son carnet de notes de l'excursion? Qui disparaît sans laisser la moindre trace, le moindre indice? Anna sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'assit sur une souche d'arbre, essayant de reprendre son souffle. Les images de la veille repassaient en boucle dans sa tête. Les enfants autour du feu, leurs visages illuminés par les flammes, leurs histoires d'œufs écoliers, leurs blagues innocentes. Piotr qui avait eu peur d'un hibou en fin de soirée. Ewa qui avait trouvé un caillou en forme de cœur et voulait l'offrir à sa maman. Janusz qui racontait des histoires de fantômes pour impressionner les filles. Comment avait-il pu disparaître ainsi? Et pourquoi? Ces questions tournaient dans sa tête comme un manège infernal. Elle, qui avait toujours tout contrôlé, qui avait toujours su rassurer les parents inquiets, qui avait toujours été la référence en cas de problème, se sentait totalement dépassée. Marek s'approcha d'elle et posa une main rassurante sur son épaule. « Il faut aller chercher de l'aide », dit-il doucement. « Nous n'y arriverons pas seuls. » Anna hocha la tête. Elle savait qu'il avait raison. Mais elle savait aussi qu'une fois les autorités prévenues, plus rien ne serait jamais pareil. Pour elle, pour les familles, pour cette petite ville tranquille de Suwałki qui ne connaissait que les drames ordinaires de la vie quotidienne. Tomasz se porta volontaire pour aller chercher de l'aide au village le plus proche. Il connaissait un raccourci qui lui permettrait d'y arriver en moins d'1 heure. Anna et Marek resteraient avec les 9 enfants restants, continuant à chercher des indices, espérant contre tout espoir que leurs élèves reverraient avant l'arrivée des secours. Quand le camion de Tomasz disparut entre les arbres, Anna se retrouva seule avec ses pensées et ses peurs. Elle regardait les 9 enfants qui restaient, encore sous le choc, ne comprenant pas ce qui était arrivé à leurs camarades. Ils posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. « Madame Anna, où sont-ils? Quand est-ce qu'ils vont revenir? Pourquoi ils sont partis sans nous dire au revoir ?» Elle aurait voulu les rassurer, leur dire que tout irait bien, que leurs amis reviendraient bientôt avec des histoires extraordinaires à raconter. Mais elle ne pouvait pas mentir, pas quand elle-même ne comprenait rien à ce qui s'était passé. Elle se leva et commença à examiner le campement plus attentivement. Chaque détail pouvait être important. Elle remarqua que la cendre de leur feu de camp était encore tiède, mais pas assez pour indiquer qu'il avait été ranimé pendant la nuit. Les traces de pas autour du campement étaient uniquement celles qu'ils avaient laissées la veille. Pas de nouvelles empreintes. Pas de signes de lutte, pas de branches cassées qui auraient pu indiquer une fuite précipitée. C était comme si les 9 enfants S étaient volatilisés. Marek
de son côté, explorait les environs immédiats du campement. Il appelait les noms des enfants disparus, espérant entendre une réponse, un rire, n'importe quoi qui aurait indiqué leur présence. Mais la forêt restait silencieuse, presque hostile dans son mutisme. Les heures passaient avec une lenteur insoutenable. Anna ne cessait de regarder sa montre, comptant les minutes jusqu'au retour de Thomas avec les secours. Elle essayait de garder son calme devant les enfants, mais elle sentait la panique monter en elle. Plus le temps passait, plus elle réalisait que quelque chose de grave était arrivé. Vers midi, elle entendit enfin le bruit des moteurs. Plusieurs véhicules remontèrent le chemin forestier. Thomas était de retour, accompagné de policiers, de gendarmes et de quelques volontaires du village. En les voyant arriver, Anna ressentit à la fois du soulagement et une angoisse encore plus profonde, car elle savait que leur arrivée marquait le début d'une épreuve qu'elle n'était pas sûre d'être capable de supporter. Le commissaire Wojciech Kowalczyk, un homme dans la cinquantaine aux cheveux grisonnants, s'approcha d'elle. Son expression était grave, professionnelle, mais Anna pouvait voir dans ses yeux une lueur d'incompréhension qui reflétait ses propres sentiments. « Madame Kowalski », dit-il en la saluant d'un signe de tête respectueux. « Pouvez-vous me raconter exactement ce qui s'est passé ?» Anna prit une grande inspiration. Elle savait que les prochaines heures seraient cruciales. Chaque détail qu'elle donnerait pourrait aider à retrouver les enfants. Mais elle savait aussi que chaque mot qu'elle prononcerait pourrait être retenu contre elle. Car déjà, elle pouvait voir dans les regards des policiers cette question silencieuse. Comment une enseignante expérimentée avait-elle pu perdre 9 enfants sans s'en apercevoir? Elle commença son récit, essayant de se souvenir de chaque détail, de chaque moment de la veille. Mais plus elle parlait, plus elle réalisait à quel point son histoire semblait invraisemblable. 9 enfants qui disparaissent au milieu de la nuit sans laisser de traces, sans emporter leurs affaires, sans même prendre leurs chaussures. Qui croirait une histoire pareille? Pourtant, les faits étaient là, indéniables et terrifiants. Et Anna savait que, peu importe ce qui allait arriver dans les heures et les jours à venir, plus jamais elle ne serait la même femme qu'elle était hier soir. Quand elle avait dit bonne nuit aux enfants en pensant les retrouver au petit déjeuner, le cauchemar ne faisait que commencer. Les 48 heures qui suivirent transformèrent la paisible forêt de Kozilas en un véritable théâtre d'opération. Dès l'après-midi du 4 mai, la nouvelle de la disparition des 9 enfants se répandit comme une traînée de poudre dans la région. Le commissaire Kowalczyk avait immédiatement contacté ses supérieurs à Białystok et en quelques heures, une machine de recherche impressionnante se mit en marche. Anna observait cette mobilisation avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle avait été interrogée plusieurs fois, toujours avec la même bienveillance apparente, mais elle sentait bien que chaque question cachait un doute. Comment était-il possible que 9 enfants disparaissent sans qu'elle ne s'en aperçoive? Cette question revenait sans cesse, formulée de différentes manières, mais toujours présente. Maria Nowak, la mère de la petite Ewa, arriva dans la soirée du premier jour. Anna l'avait vue descendre d'une voiture poussiéreuse, le visage ravagé par les larmes et l'angoisse. Cette femme de 35 ans, qui travaillait comme couturière dans un petit atelier de Suwałki, n'avait jamais vécu un cauchemar pareil. Elle se précipita vers Anna, la saisissant par les bras avec une force désespérée. « Où est ma fille ?» criait-elle, les yeux rouges de fatigue et de chagrin. « Où est mon Ewa? Qu'est-ce que vous avez fait de ma petite fille ?» Anna aurait voulu pouvoir répondre, pouvoir dire à cette mère éplorée que tout allait bien, que sa fille revenait bientôt avec un sourire aux lèvres et des histoires plein la tête. Mais elle ne pouvait que balbutier des excuses, des explications qui sonnaient creux même à ses propres oreilles. « Je ne sais pas, Maria. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ils étaient là hier soir, ils dormaient dans leur tente, et ce matin, les mots mouraient dans sa gorge. Comment expliquer l'inexplicable? Comment rassurer une mère quand on ne comprend rien soi-même? Au cours de cette première nuit de recherche,
Anna apprit que les autres familles arrivaient également. Les parents de Piotr, un couple d'ouvriers qui avaient économisé pendant des mois pour offrir cette excursion à leur fils. La grand-mère de Janusz, une femme âgée qui élevait seule son petit-fils depuis la mort de sa fille. Le père de Zofia, un homme taciturne qui travaillait dans une usine de Suwałki et qui n'avait pas prononcé un mot depuis son arrivée, se contentant de regarder la forêt avec une expression de colère impuissante. Chaque nouvelle arrivée était un coup de poignard dans le cœur d'Anna. Elle voyait la douleur dans leurs yeux, l'incompréhension, la peur, et elle savait qu'elle était, à leurs yeux, la responsable de cette tragédie, celle qui aurait dû protéger leurs enfants et qui avait échoué. Le lendemain matin, l'opération de recherche prit une ampleur qu'Anna n'avait jamais imaginée. Plus de 200 personnes étaient mobilisées, des policiers, des gendarmes, des pompiers, des volontaires civils et même des soldats soviétiques de la base militaire de Białystok. Cette présence militaire surprenait tout le monde, mais personne n'osait poser de questions. En ces temps encore troubles de la Pologne communiste, il valait mieux ne pas trop s'interroger sur les décisions des autorités. Les hélicoptères survolaient la forêt depuis l'aube, leurs rotors battant l'air avec un bruit assourdissant qui faisait fuir les oiseaux. Les équipes cynophiles parcouraient chaque sentier, chaque clairière, avec leurs chiens dressés pour la recherche de personnes disparues. Des plongeurs exploraient les quelques points d'eau de la région. Ces petits étangs sombres qui pouvaient dissimuler tant de secrets. Anna accompagnait l'une des équipes de recherche, incapable de rester inactive. Elle connaissait bien les enfants, leurs habitudes, leurs peurs. Elle espérait pouvoir aider, apporter un détail qui aurait échappé aux recherches officielles. Mais plus les heures passaient, plus elle réalisait que ses connaissances ne servaient à rien. Car les enfants N étaient pas perdus dans la forêt. Ils avaient disparu d'une manière qui défiait toute logique. Lieutenant Andrzej Kowalski, un jeune officier de police envoyé spécialement de Varsovie, dirigeait les opérations sur le terrain. Il était méticuleux, organisé, et Anna sentait qu'il prenait cette affaire très au sérieux. Contrairement à certains de ses collègues locaux qui semblaient parfois dépassés par l'ampleur de la situation, lui gardait son sang-froid et sa détermination. « Madame Kowalski, lui dit-il en s'approchant d'elle vers midi, « j'aimerais que vous me racontiez encore une fois la soirée du 3 mai. Mais cette fois, je veux que vous me parliez de chaque enfant individuellement, leurs habitudes, leurs peurs, leurs liens d'amitié, tout ce qui pourrait nous aider à comprendre. » Anna s'assit sur une souche d'arbre, ferma les yeux et se concentra. Elle revoyait chaque visage, chaque sourire, chaque geste de cette soirée qui lui semblait maintenant si lointaine. Piotr était le plus timide du groupe, commença-t-elle. Il avait toujours peur du noir, jamais il ne serait sorti de sa tente la nuit. Ewa était curieuse, mais prudente. Elle ne prenait jamais de risques inconsidérés. Janusz, lui, était le leader. Les autres, elles, écoutaient, le suivaient. Si quelqu'un avait pu convaincre les autres de partir en exploration nocturne, c'était lui. Elle continua ainsi, décrivant chaque enfant, leur personnalité, leurs relations. Mais plus elle parlait, plus elle réalisait que rien ne collait. Ces 9 enfants n'avaient rien en commun qui aurait pu expliquer leur disparition simultanée. Ils n'étaient pas particulièrement amis entre eux, ne formaient pas un groupe soudé. Certains étaient aventureux, d'autres prudents. Certains étaient leaders, d'autres suiveurs. « Il y a quelque chose qui me trouble », avoua-t-elle finalement au lieutenant. Ces 9 enfants, ils n'auraient jamais agi ensemble, pas comme ça, pas au milieu de la nuit, et surtout, pas sans leurs chaussures. Le lieutenant hocha la tête pensivement. Lui aussi avait remarqué cette incohérence, mais il avait d'autres éléments qui le troublaient davantage. « Madame Kowalski, est-ce que vous avez remarqué des personnes étrangères dans la région ? Des véhicules inhabituels sur la route? N'importe quoi qui aurait pu vous sembler bizarre ?» Anna réfléchit intensément. La veille de leur départ, elle avait été si préoccupée par les préparatifs de l'excursion qu'elle n'avait pas fait attention aux détails. Mais maintenant qu'elle y pensait, « Il y avait une voiture, dit-elle lentement.
Une voiture noire, garée près de l'entrée de la forêt quand nous sommes arrivés. Elle était encore là quand nous avons installé le camp, mais je ne sais pas si elle était encore là le soir. Cette information sembla intéresser vivement le lieutenant. Il prit des notes détaillées, demanda à Anna de décrire la voiture, même si elle ne pouvait pas donner beaucoup de détails. Une berline noire, relativement récente, avec des vitres teintées. Rien d'exceptionnel, mais suffisant pour lancer une recherche. Dans l'après-midi, Anna fut témoin d'une scène qui la marqua profondément. Elena Kowalczyk, la mère de Krzysztof, était arrivée de Varsovie où elle travaillait comme infirmière. C était une femme forte, habituée aux situations difficiles. Mais quand elle vit les affaires de son fils soigneusement rangées dans sa tente, elle s'effondra. « Mon petit garçon !» sanglotait-elle en serrant contre elle le pull de Krzysztof. « Mon pauvre petit garçon, où es-tu ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Anna s'approcha d'elle, essayant de la consoler, mais Elena la repoussa avec une violence qui la surprit. « Ne me touchez pas !» cria-t-elle. « C'est votre faute. Vous étiez censé les protéger. Vous étiez censé veiller sur eux. Comment avez-vous pu les laisser partir ?» Ces mots frappèrent Anna comme des coups de fouet. Elle savait que Elena avait raison. Elle était responsable de ses enfants. Et elle avait échoué dans sa mission. Peu importait que la situation soit inexplicable, peu importait qu'elle n'ait rien vu, rien entendu. Elle était leur institutrice, leur protectrice, et elle avait failli. Le soir du deuxième jour, quand les recherches furent suspendues pour la nuit, Anna se retrouva seule avec ses pensées. Les familles S étaient installées dans un petit hôtel de Suwałki, refusant de rentrer chez elles tant que leurs enfants ne seraient pas retrouvés. Elle avait choisi de rester sur place, dans sa tente, espérant contre tout espoir entendre les voix des enfants dans la nuit. Marek vint s'asseoir près d'elle, autour des braises mourantes de leur petit feu de camp. « Anna, dit-il doucement, ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir, tu ne pouvais pas prévoir. » Elle secoua la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « J'aurais dû faire le tour des tentes pendant la nuit. J'aurais dû être plus vigilante. J'aurais dû sentir que quelque chose n'allait pas. Comment aurais-tu pu? Il n'y a eu aucun bruit, aucun signe de lutte. Même les chiens n'ont trouvé aucune piste. C'est comme s'ils avaient disparu dans les airs. » Cette phrase résonna dans l'esprit d'Anna, disparu dans les airs. C'est était exactement l'impression qu'elle avait. Mais elle savait que les enfants en ES n'étaient pas volatilisés. Quelque chose était arrivé, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Dans la nuit, elle fut réveillée par un bruit étrange. Un moteur peut-être, ou des pas. Elle sortit de sa tente, scrutant l'obscurité. Mais elle ne vit rien, n'entendit plus rien. Juste le silence oppressant de cette forêt qui gardait ses secrets jalousement. Le troisième jour, l'espoir commença à s'amenuiser. Les recherches continuaient, mais avec moins d'intensité. Les autorités parlaient déjà de élargir le périmètre, de considérer d'autres hypothèses. Anna savait ce que cela signifiait. Il commençait à perdre espoir de retrouver les enfants vivants. C'est ce jour-là qu'elle rencontra Stanisław Nowak, le père d'Ewa. Il était arrivé le matin même, après avoir parcouru plus de 300 kilomètres depuis Gdańsk, où il travaillait sur les chantiers navals. C était un homme imposant, aux mains calleuses et au regard direct. Il s'approcha d'Anna avec une détermination qui la fit frissonner. « Madame, dit-il de sa voix grave, je veux savoir ce qui est arrivé à ma fille, et je veux savoir la vérité, toute la vérité. » Anna sentit quelque chose dans sa voix, une suspicion qui l'inquiéta. Elle réalisa que pour certains parents, Elenen était plus seulement la victime malheureuse d'une tragédie inexplicable. Elle devenait suspecte. « Monsieur Nowak », répondit-elle en essayant de garder son calme. « Je vous comprends. Moi aussi, je veux savoir ce qui s'est passé. Moi aussi, je veux retrouver votre fille et tous les autres enfants. » Il la regarda longuement, scrutant son visage comme s'il cherchait à y lire la vérité. Puis, il secoua la tête. « Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire, dit-il.
9 enfants qui disparaissent sans laisser de traces. C'est impossible. Quelqu'un sait quelque chose. Quelqu'un cache quelque chose. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Anna, car elle aussi commençait à se poser des questions sur cette voiture noire qu'elle avait vue, sur le silence étrange de cette nuit, sur l'attitude parfois évasive de certains policiers, et surtout sur cette présence militaire qui n'avait jamais été vraiment expliquée. Quelque chose clochait, mais elle ne savait pas quoi. Et plus les jours passaient, plus elle avait l'impression que la vérité s'éloignait, se perdait dans un labyrinthe de questions sans réponse et de soupçons inavoués. Le 4e jour, les recherches furent officiellement suspendues. Les autorités expliquèrent que tous les moyens disponibles avaient été mobilisés, que chaque centimètre carré de la forêt avait été exploré. Mais les 9 enfants demeuraient introuvables. Anna regarda les familles repartir une à une, le cœur brisé, mais pas résigné. Elle savait qu'elle ne renoncerait jamais, qu'elle chercherait jusqu'à leur dernier souffle. Et elle savait aussi que leur douleur la poursuivrait pour le reste de ses jours, car elle était la dernière personne à avoir vu leurs enfants vivants. Quand elle remonta dans le car qui la ramenait à Suwałki, Anna regarda une dernière fois la forêt de Kozilas. Cette forêt qui avait englouti 9 enfants sans laisser la moindre trace. Cette forêt qui gardait ses secrets comme un tombeau silencieux. Elle ne savait pas encore que ce haine était que le début d'un mystère qui allait durer des décennies et que la vérité sur la disparition des 9 enfants était bien plus troublante que tout ce qu'elle pouvait imaginer. 15 années s'écoulèrent, 15 années pendant lesquelles Anna Kowalski vécut avec le poids de cette nuit maudite. Elle avait quitté l'enseignement 2 ans après la tragédie. Incapable de supporter les regards des parents, les chuchotements dans les couloirs, les questions répétées des nouveaux collègues qui découvraient son histoire. Elle travaillait maintenant comme bibliothécaire dans une petite ville à 100 km de Suwałki, essayant de reconstruire une vie normale, loin des fantômes de son passé. Mais les fantômes, eux, n'avaient jamais cessé de la hanter. Chaque mois de mai, quand arrivait l'anniversaire de la disparition, Anna sombrait dans une mélancolie profonde. Elle repensait à ses visages d'enfants, à leurs rires autour du feu de camp, à leurs petites mains qui rangeaient soigneusement leurs affaires dans les tentes. Elle se demandait ce qu'ils seraient devenus s'ils avaient grandi. Piotr, le timide, aurait-il surmonté ses peurs? Ewa aurait-elle gardé sa passion pour les pierres précieuses? Janusz serait-il devenu ce leader qu'il promettait de être? Ces questions la rongeaient de l'intérieur, d'autant plus qu'elle savait que les familles n'avaient jamais renoncé. Au fil des années, elle avait gardé des contacts discrets avec certaines d'entre elles. Maria Nowak lui écrivait parfois des lettres courtes et douloureuses où elle racontait ses recherches infructueuses, ses visites chez des voyantes, ses pèlerinages dans des orphelinats lointains en espérant retrouver sa fille. La chute du régime communiste en 1989 avait donné un nouvel espoir aux familles. Elle pensait que l'ouverture des archives, la libération de la parole, permettrait enfin de faire la lumière sur cette affaire. Certains documents auparavant classifiés furent effectivement rendus publics, mais ils ne contenaient rien de significatif sur la disparition des 9 enfants de Kozilas. Anna avait elle-même demandé à consulter le dossier officiel. Ce qu'elle y découvrit la troubla profondément. L'enquête avait été étonnamment superficielle. Beaucoup de témoignages manquaient, y compris celui de Tomasz, le chauffeur, qui n'avait jamais été officiellement interrogé. La voiture noire qu'elle avait mentionnée n'était citée nulle part dans le rapport final. Et surtout, la présence des soldats soviétiques était minimisée, présentée comme une simple collaboration de routine. Ce qui l'inquiéta le plus, était une note manuscrite en marge du dossier, rédigée dans un polonais administratif qui lui était familier. Affaire à classer, pas d'investigation supplémentaire, ordre du ministère. Cette note était datée du 15 mai 1986, soit seulement 10 jours après la disparition. Comment les autorités avaient-elles pu décider si rapidement d'abandonner les recherches? Elena Kowalczyk, la mère de Krzysztof, était devenue au fil des années la coordinatrice officieuse du groupe de famille.
Elle organisait des rencontres annuelles, le 4 mai, pour commémorer la disparition et maintenir la pression sur les autorités. Anna avait assisté à l'une de ces réunions en 1995, 10 ans après les faits. L'atmosphère était lourde de chagrin et de colère rentrée. « Ils veulent nous faire oublier », disait Elena d'une voix amère. « Ils espèrent que le temps effacera tout, que nous finirons par nous résigner. Mais nous n'oublierons jamais. Nos enfants ne sont pas morts. Ils sont quelque part et nous les retrouverons. » Cette détermination était admirable. Mais Anna voyait bien que les années avaient usé ses mères et ses pères. Stanisław Nowak avait vieilli prématurément, ses cheveux avaient blanchi et son regard était durci. Maria pleurait souvent pendant les réunions, épuisée par 15 années de recherche vaine. D'autres avaient sombré dans la dépression ou l'alcool. Certaines familles avaient développé des théories de plus en plus élaborées. Elles parlaient d'enlèvements orchestrés par des réseaux clandestins, de trafic d'enfants à destination de l'Occident, d'expérimentation médicale secrète. Ces hypothèses paraissaient parfois délirantes, mais Anna comprenait leur besoin désespéré d'explications. Le vide, l'absence totale de réponse, était plus insupportable que n'importe quelle vérité, même atroce. En 1998, elle reçut une visite inattendue. Marek Wiśniewski, son ancien collègue, était venu la voir dans sa petite bibliothèque. Il avait lui aussi quitté l'enseignement, hanté par cette tragédie. Il travaillait maintenant comme comptable dans une entreprise de construction. « Anna, dit-il en s'asseyant face à elle, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Elle sentit son cœur s'accélérer. Après toutes ces années, allait-elle enfin apprendre un détail qui avait échappé à l'enquête? « Cette nuit-là, continua Marek d'une voix hésitante, j'ai entendu des bruits. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillée et j'ai entendu, je ne sais pas comment décrire ça, comme des chuchotements, des voix basses. Mais quand je suis sortie de ma tente, il n'y avait rien. » Anna le regarda, incrédule. « Pourquoi tu ne l'as jamais dit? Pourquoi tu n'en as pas parlé à la police? » « Parce que j'avais peur qu'ils pensent que j'avais rêvé, ou pire, qu'ils me soupçonnent de quelque chose. Tu sais comment était à l'époque. On ne posait pas de questions, on ne faisait pas de vagues. » Ces révélations tardives troublèrent profondément Anna. Si Marek avait entendu des voix, cela signifiait que quelqu'un était effectivement venu pendant la nuit. Mais qui et pourquoi les enfants étaient-ils partis sans résistance, sans bruit? « Il y a autre chose, » ajouta Marek. « Tu te souviens de Tomasz, le chauffeur? J'ai essayé de le retrouver il y a quelques années. Il est mort en 1991, accident de voiture sur une route de campagne. Sa famille dit qu'il était devenu bizarre après l'affaire des enfants. Il buvait, il parlait tout seul. Il avait peur de retourner en forêt. Cette information glaça Anna. Tomasz était le seul témoin potentiel qu'il n'avait jamais vraiment interrogé en profondeur. Et maintenant, il était mort dans des circonstances qui semblaient suspectes. « Tu crois qu'il savait quelque chose ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que nous n'étions pas les seuls dans cette forêt cette nuit-là. J'ai l'impression que quelqu'un nous observait, nous attendait. » Cette conversation marqua un tournant dans la vie d'Anna. Elle réalisa qu'elle avait passé 15 ans à essayer d'oublier, alors qu'elle aurait dû chercher à comprendre. Elle décida de reprendre contact avec les familles, de participer plus activement à leurs recherches. C'est ainsi qu'elle apprit l'existence d'autres témoignages troublants. Un forestier à la retraite racontait avoir vu des lumières étranges dans la forêt de Kozilas dans les semaines qui avaient précédé la disparition. Un habitant du village voisin affirmait avoir croisé plusieurs voitures noires sur la route forestière le soir du 3 mai. Une femme de ménage qui travaillait à la base militaire de Białystok chuchotait que des soldats étaient revenus très tard cette nuit-là, sales et nerveux. Tous ces témoignages étaient fragmentaires, impossibles à vérifier, mais ils dessinaient peu à peu un tableau différent de celui que les autorités avaient voulu présenter. Il y avait eu une activité inhabituelle autour de la forêt cette nuit-là. Quelque chose était passé, quelque chose qui dépassait le simple fait divers tragique. En 2000,
Anna participa à une expédition organisée par Elena Kowalczyk. 15 ans après les faits, elles retournèrent sur les lieux de la disparition. La forêt avait changé. Certains sentiers avaient été modifiés, des routes forestières avaient été tracées. L'endroit exact où se trouvait leur campement était maintenant difficile à identifier. Mais Anna reconnut immédiatement l'atmosphère particulière de cet endroit. Cette oppression qu'elle avait ressentie dès le premier matin, cette impression d'être observée, épie. En marchant dans les sous-bois, elle ne pouvait s'empêcher de scruter chaque buisson, de écouter chaque bruit, comme si les enfants allaient surgir d'un moment à l'autre en criant « Surprise !». Elena avait apporté des photos de son fils, qu'elle montra aux quelques promeneurs qu'elles croisèrent. « Vous l'avez vu, il a disparu ici il y a 15 ans, avec 8 autres enfants. » Les gens secouaient la tête, parfois gênés par cette douleur qui ne s'éteignait jamais. Ce jour-là, en repartant de la forêt, Anna eut une certitude. Les enfants, n'étaient plus là depuis longtemps. Ils n'étaient pas morts dans ces bois, ils n'y étaient pas cachés. Ils avaient été emmenés ailleurs. Mais où et par qui? Cette question allait bientôt trouver un début de réponse de la manière la plus inattendue qui soit. Car l'année suivante, en 2001, des explorateurs urbains passionnés par les vestiges de l'époque industrielle allaient faire une découverte qui relancerait l'affaire d'une façon dramatique. Anna ne le savait pas encore. Mais après 15 années de silence et d'interrogation, le mystère des 9 enfants de Kozilas allait enfin commencer à révéler ses premiers secrets. Des secrets qui s'avéreraient bien plus troublants que tout ce qu'elle avait pu imaginer pendant toutes ces années de tourments et de culpabilité. Le compte à rebours vers la vérité venait de commencer. L'appel téléphonique arriva un matin de septembre 2001. Anna était en train de cataloguer de nouveaux livres à la bibliothèque quand la sonnerie stridente la fit sursauter. Au bout du fil, la voix tremblante d'Elena Kowalczyk. « Anna, il faut que tu viennes. » Immédiatement, ils ont trouvé quelque chose. Le cœur d'Anna s'arrêta. Après 15 ans, ces mots qu'elle avait tant espérés et tant redoutés à la fois résonnaient enfin. Elle ferma la bibliothèque précipitamment et prit la route vers Suwałki. Les mains tremblantes sur le volant, l'esprit envahi par 1000 questions et 1000 peurs. Elena l'attendait devant le commissariat, entourée de plusieurs autres parents. Maria Nowak était là, vieillie et amaigrie, mais avec une lueur d'espoir dans les yeux qu'Anna ne lui avait plus vue depuis des années. Stanisław serrait et desserrait ses poings, essayant de contenir une émotion qui menaçait de le submerger. « Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?» demanda Anna en descendant de sa voiture. « Un wagon !» répondit Elena d'une voix étranglée. « Un wagon abandonné dans la forêt avec les affaires des enfants. » Anna sentit ses jambes se dérober. Après toutes ces années d'attente, la réalité la frappait avec une violence inouïe. Les affaires des enfants, cela signifiait qu'ils étaient vraiment morts, que tous ces espoirs, toutes ces recherches, n'avaient été que des illusions. Le commissaire Kowalczyk, celui-là même qui avait dirigé les premières recherches 15 ans plus tôt, sortit du bâtiment. Il avait vieilli lui aussi. Ses cheveux étaient maintenant complètement blancs et son visage portait le poids des années et des affaires irrésolues. « Mesdames, messieurs, » dit-il en s'adressant au groupe de parents, « je vais vous expliquer ce que nous savons. Mais je vous préviens, c'est troublant. » Il leur raconta la découverte faite par des explorateurs urbains 3 jours plus tôt. Ces jeunes gens parcouraient une ancienne ligne de chemin de fer désaffectée qui traversait le nord de la forêt de Kozilas, à environ 15 km du lieu de la disparition. Ils cherchaient des vestiges industriels abandonnés quand ils étaient tombés sur ce wagon de marchandises, à moitié enfoui sous la végétation et la terre accumulée. Le wagon était fermé de l'intérieur, expliqua le commissaire. Pas de serrure forcée, pas de traces d'effraction. Quand nous l'avons ouvert, sa voix se brisa légèrement. Même lui, habitué aux scènes de crime les plus difficiles, semblait ébranlé par ce qu'il avait découvert. Il y avait 9 paires de chaussures d'enfants, parfaitement alignées sur une bâche plastique bleue. Dans un coin,
9 carnets scolaires avec les noms et les photos de vos enfants. Les dernières pages avaient été arrachées. Le silence qui suivit fut assourdissant. Anna sentait les sanglots monter dans sa gorge, mais elle les retenait. Elle devait rester forte pour les familles, pour la mémoire des enfants, et eux, murmura Maria d'une voix à peine audible. Aucune trace des enfants eux-mêmes, ni corps, ni vêtements, ni rien d'autre. Seulement les chaussures et les carnets. Cette réponse souleva plus de questions qu'elle n'en résolvait. Pourquoi seulement les chaussures? Pourquoi les carnets avec les pages arrachées? Et surtout, que signifiait cette mise en scène si soigneusement orchestrée? Anna demanda à voir le wagon. Le commissaire hésita, puis accepta. Il savait qu'après 15 ans d'attente, ces familles avaient le droit de voir par elles-mêmes. Le trajet jusqu'à la forêt se fit dans un silence pesant. Anna était assise à côté d'Elena dans la voiture de police, chacune perdue dans ses pensées. L'endroit était maintenant isolé par des barrières, gardé par 2 gendarmes. Le wagon rouillé émergeait de la végétation comme un fantôme du passé industriel. Quand Anna y pénétra, elle fut frappée par la propreté des lieux. Après 15 ans d'abandon supposé, l'intérieur était étonnamment préservé. Pas de poussière, pas de toile d'araignée, pas d'odeur de moisissure, comme si quelqu'un l'avait entretenu. Les chaussures étaient effectivement là, alignées avec un soin maniaque. Anna reconnut immédiatement les petites baskets rouges d'Ewa, les chaussures de randonnée de Piotr, les tennis usés de Janusz. Chaque paire racontait une histoire, évoquait un visage, un sourire, un rêve brisé. Les carnets étaient posés dans un coin, empilés avec la même précision. Anna ouvrit celui d'Ewa. Elle y retrouva l'écriture appliquée de la fillette, ses dessins naïfs de fleurs et d'animaux, ses notes sur l'excursion. Premier jour en forêt. C'est magique ici. J'ai trouvé une pierre en forme de cœur pour maman. Et puis, brutalement, les pages suivantes étaient arrachées. Qui avait-il écrit sur ces pages perdues? Qui a pu faire ça? Chuchota Elena, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Anna n'avait pas de réponse. Mais elle commençait à comprendre que cette découverte n'était pas accidentelle. Quelqu'un avait voulu qu'on trouve ce wagon. Quelqu'un avait voulu faire passer un message. Mais lequel? Dans les jours qui suivirent, l'enquête reprit avec une intensité nouvelle. Cette fois, les médias s'emparèrent de l'affaire. L'histoire des 9 enfants disparus et du wagon mystérieux fit la une des journaux nationaux. Des experts en criminologie, des psychologues, des anciens policiers donnaient leur avis sur cette mise en scène macabre. Mais c'est un détail apparemment anodin qui allait faire basculer l'enquête. L'un des techniciens de la police scientifique, en examinant le wagon sous toutes les coutures, découvrit quelque chose d'étrange. Ce wagon ne figurait dans aucun registre officiel de la compagnie ferroviaire polonaise. Selon tous les documents disponibles, il n'avait jamais existé. Cette découverte ouvrit une nouvelle piste. Des journalistes d'investigation commencèrent à creuser l'histoire de cette ligne de chemin de fer. Ils découvrirent qu'elle avait été construite dans les années 1950, à l'époque stalinienne, pour des raisons qui n'avaient jamais été clairement expliquées. Elle reliait la base militaire de Białystok à une zone forestière isolée où, selon certains témoignages, des activités spéciales avaient eu lieu. Anna participa à l'une des réunions organisées par ces journalistes. Elle y rencontra des historiens, des anciens militaires, des témoins de l'époque communiste. Peu à peu, une vérité terrifiante commença à émerger. Dans les années 1980, alors que le régime communiste vacillait, certaines branches des services secrets avaient mené des opérations clandestines pour préserver leurs secrets. Des documents compromettants étaient détruits, des témoins gênants disparaissaient, des problèmes étaient résolus de manière expéditive. Un ancien officier des services secrets, parlant sous condition d'anonymat, révéla une information qui glaça Anna jusqu'aux os. Il y avait des listes, dit-il. Des listes d'enfants dont les parents posaient trop de questions, qui creusaient trop profond dans certaines affaires. Ces enfants étaient considérés comme des leviers de pression. Anna comprit soudain. Les 9 enfants disparus
n'avaient pas été choisis au hasard. Leur famille avait un point commun qu'elle n'avait jamais identifié. En faisant des recherches, elle découvrit que le père de Piotr travaillait dans une usine où avaient eu lieu des mouvements de grève réprimés. La mère d'Ewa était membre d'un syndicat surveillé par la police politique. Le grand-père de Janusz avait été emprisonné dans les années 1950 pour activités anticommunistes. Chaque famille avait, d'une manière ou d'une autre, été fichée par les services de sécurité. Et leurs enfants avaient payé le prix de cette surveillance. Mais pourquoi avoir attendu 15 ans pour laisser des indices? La réponse vint d'un autre témoin, un ancien garde forestier qui accepta finalement de parler. Il voulait que les familles souffrent, expliqua-t-il. Il voulait qu'elles vivent dans l'incertitude, dans l'espoir et le désespoir. Était leur punition. Et quand le régime est tombé, certains ont voulu faire passer un dernier message. Pour montrer qu'ils gardaient encore des secrets, qu'ils pouvaient encore faire mal. Cette révélation bouleversa Anna. Elle réalisa que pendant 15 ans, elle était culpabilisée pour une tragédie qui la dépassait complètement. Elle était tombée dans un piège, une machination dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Mais cette vérité, aussi terrible soit-elle, apportait enfin une forme de libération. Les familles purent enfin faire leur deuil. Cesser d'espérer un retour qui n'arriverait jamais. Elles purent diriger leur colère vers les véritables responsables plutôt que vers elles-mêmes. L'enquête officielle ne put jamais aboutir à des condamnations. La plupart des responsables étaient morts ou introuvables. Les preuves avaient été détruites depuis longtemps. Mais la vérité était sortie. Et était déjà beaucoup. Anna retourna une dernière fois sur le lieu de la disparition. Accompagnée d'Elena et de quelques autres parents, ils déposèrent 9 bouquets de fleurs dans la clairière où avaient campé les enfants. 9 bouquets pour 9 vies brisées, 9 familles détruites, 9 secrets enfin révélés. Ils ne sont plus perdus maintenant, murmura Elena en regardant la forêt qui avait gardé ses secrets si longtemps. Nous savons ce qui leur est arrivé. Nous pouvons les laisser partir. Anna acquiesça, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis 15 ans, elle sentait que le poids de la culpabilité commençait à se lever de ses épaules. Elle n'avait pas failli à sa mission d'institutrice. Elle avait été la victime innocente d'un système qui n'hésitait pas à broyer les plus faibles pour préserver ses intérêts. En repartant de la forêt ce jour-là, Anna savait que le chapitre le plus douloureux de sa vie se fermait enfin. Les enfants de Kozilas N étaient plus des disparus. Ils étaient devenus des symboles, des témoins d'une époque où l'innocence pouvait être sacrifiée sur l'autel du pouvoir et de la peur. Leur nom ne serait jamais oublié. Leur histoire continuerait à être racontée, pour que jamais plus de telles horreurs ne puissent se reproduire dans l'ombre et le silence. Car c'est dans la mémoire que réside la véritable justice et dans la vérité que se trouve la seule rédemption possible face à l'irréparable. Cette histoire vous a touché? Elle nous rappelle que derrière chaque mystère se cachent des vies humaines, des familles brisées, des secrets qui demandent à être révélés. Si cette enquête sur les enfants perdus de Kozilas vous a ému, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Votre soutien nous encourage à continuer à explorer ces affaires qui marquent l'histoire humaine. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines investigations. Et n'oubliez pas d'activer les notifications, car la vérité, même la plus douloureuse, mérite toujours d'être connue.